Le jappement qui a tout changé juste avant son exécution. Vous savez, il y a des histoires qui vous font vous demander « ça ne peut pas être vrai, n'est-ce pas ?» Eh bien, l'affaire de Sarah Mitchell est exactement comme ça. C'est le genre de récit qui vous fait remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur la justice, sur la loyauté et sur les limites de la noirceur humaine. Et le plus étrange, c'est que tout s'est déroulé en quelques heures, un matin unique qui aurait dû être la fin mais qui est devenu le début de quelque chose que personne n'attendait. La scène se déroulait dans la prison fédérale froide et impitoyable de Huntsville, au Texas. À l'intérieur d'une cellule, Sarah Mitchell observait l'horloge numérique, ses chiffres rouges clignotant sans pitié. Il était 5h30 du matin. Dans quelques heures, sa vie lui serait ôtée pour un crime qu'elle jurait, de chaque fibre de son être, n'avoir pas commis. La tension dans l'air était palpable, un mélange de résignation et une pointe d'espoir presque invisible, accrochée à un fil ténu. C'était un de ces matins qui vous coupent le souffle en attendant le prochain mouvement. Le directeur James Crawford, un homme qui semblait porter le poids de toutes les condamnations et de tous les adieux passés dans cette prison, s'approcha de la cellule de Sarah. Ses 28 ans dans le système pénitentiaire l'avaient endurci, mais quelque chose dans le calme de cette femme, dans la façon dont elle faisait face à l'abîme, était différent. Il n'y avait pas le cri désespéré qu'il avait l'habitude d'entendre, juste une sérénité qui, d'une certaine manière, était plus troublante. Il réalisa, à ce moment-là, qu'elle n'était pas une prisonnière ordinaire. « Sarah », commença-t-il, d'une voix plus douce qu'à l'accoutumée dans un environnement si rude. « Avez-vous besoin de quelque chose avant ?» Le mot « exécution » n'avait pas besoin d'être prononcé. Il planait dans l'air lourd de ce matin-là. Sarah leva les yeux. Ses regards, bien que chargés de fatigue et d'une douleur profonde, contenaient une détermination qui ne se voyait pas facilement. Elle ne demanda pas de clémence, ni un dernier appel à sa famille. Non, sa demande était autre. Une seule chose, directeur Crawford. Je sais que cela peut paraître fou, mais j'ai besoin de voir Max une dernière fois. Le directeur fronça les sourcils, visiblement confus. Max. Le nom du chien semblait totalement déplacé dans cet environnement d'acier et de béton, un écho d'une vie qui avait été retirée à Sarah depuis longtemps. Max, répéta-t-il, presque dans un murmure, cherchant à comprendre. Elle hocha la tête, ses lèvres bougeant à peine, mais la conviction dans sa voix était indéniable. Mon chien, directeur Crawford, un berger allemand. Ma sœur Rebecca s'occupe de lui. Je connais les règles, mais s'il vous plaît, il est tout ce qui me reste. Il est le seul qui croit encore en mon innocence. Une supplique si simple, venant de quelqu'un qui était sur le point de tout perdre. Crawford ressentit un malaise grandissant. En toutes ses années de service, jamais il n'avait reçu une telle demande. Les animaux étaient strictement interdits dans les sections de haute sécurité, surtout le jour d'une exécution. L'idée elle-même était une absurdité logistique et de sécurité, quelque chose qui aurait pu facilement lui coûter son poste. Mais, en fixant les yeux de Sarah, qui n'implorait pas pour sa vie, mais pour un dernier adieu à une créature, il perçut le poids émotionnel de cela. C'était une connexion pure, un lien de loyauté qui contrastait brutalement avec la déshumanisation du lieu. Cette demande, il le savait, était plus qu'une simple requête. C'était un cri silencieux de l'âme. « Sarah, vous savez que je ne peux pas faire ça », commença-t-il, sentant le poids des règles. Mais elle ne le laissa pas terminer. Elle se leva soudainement, la force qu'elle trouvait pour se tenir debout presque incroyable pour quelqu'un, dans sa situation, et saisit les barreaux de la cellule des deux mains. « S'il vous plaît, je l'ai élevé depuis qu'il était chiot. Je l'ai trouvé abandonné et mourant au bord d'une route. Nous nous sommes sauvés mutuellement, directeur. Il me rend visite chaque semaine, et je le vois dans ses yeux. Il sait que je n'ai pas tué mon mari. Il le sait. » Les mots sortirent d'elle comme une confession douloureuse, une supplique venue du fond de l'âme, et Crawford, même avec toute sa rigidité, ne pouvait l'ignorer. Il l'observa, essayant de déchiffrer la sincérité derrière tant de douleur et de désespoir. Toutes les preuves l'accusaient, le verdict du jury était une pierre inamovible, et pourtant, il y avait quelque chose dans la façon dont elle parlait de Max qui sonnait si juste. Ce n'était pas le désespoir fabriqué d'un coupable essayant de s'échapper. C'était la conviction de quelqu'un qui, malgré tout, s'accrochait à une unique espérance, à une loyauté inébranlable. Crawford soupira. « Je vais voir ce que je peux faire », dit-il finalement,
les mots sortant presque d'eux-mêmes. Un soulagement silencieux inonda le visage de Sarah, et ses yeux se remplirent de larmes, un contraste saisissant avec la sécheresse de son regard auparavant. « Merci », murmura-t-elle, la voix presque inaudible. « C'est tout ce que je voulais. Juste dire au revoir à la seule créature qui n'a jamais douté de moi. » En s'éloignant de la cellule, le directeur Crawford ne pouvait s'empêcher de repenser à cette scène. Cette demande, venant d'une femme à quelques heures d'être exécutée, semblait porter un poids différent, une profondeur qui allait au-delà des règles et des protocoles. Il avait été témoin des dernières volontés de tant de condamnés, et la plupart imploraient la clémence, une révision de leur dossier, ou simplement maudissaient le système. Mais Sarah, elle voulait juste dire au revoir à son chien. Cela le laissa avec une inquiétude, une graine de doute plantée dans sa poitrine. Quelque chose qu'il, avec toute son expérience, savait qu'il ne devait pas ignorer. La vie de Sarah, avant tout cet enfer, avait des allures de conte de fées, du moins pour ceux qui la voyaient de l'extérieur. Une avocate respectée en droits humains, avec un cabinet prospère à Houston. David, son mari, un magnate de la construction, et leur manoir, une scène de film. Mais cette perfection, comme cela arrive souvent, n'était qu'une façade, un voile qui cachait une réalité sombre et violente qui a commencé à se manifester vers 2015, lorsque David, l'homme charmant et attentionné qu'elle avait connu, a commencé à sombrer dans l'alcool. Les fleurs et les voyages de luxe furent rapidement remplacés par des critiques cruelles et des explosions de rage. Il commença à dénigrer le travail de Sarah, le qualifiant de niaiserie sentimentale, et quand elle défendait ses clients, David explosait en accès de colère incontrôlable. La première fois qu'il la frappa, ce fut lors d'une dispute à propos d'une affaire qu'elle traitait pour une famille d'immigrants. « Tu te soucies plus des étrangers que de ton propre mari », hurla-t-il avant de la frapper au visage. Sarah fut sous le choc, paralysée. David s'excusa immédiatement, pleurant et implorant son pardon, promettant que cela ne se reproduirait plus jamais. Mais, comme on le sait, ces promesses sont rarement tenues. Cela se reproduisit. Et encore, la violence s'intensifia de manière terrifiante au cours des 2 années suivantes. David commença à contrôler son argent, surveillait ses appels téléphoniques et petit à petit, l'isola de tous ses amis. Sarah se retrouva piégée dans un réseau de honte et de peur, incapable de révéler à quiconque ce qui se passait réellement derrière les portes de cette demeure apparemment parfaite. Jusqu'à ce que, le 15 septembre 2017, David soit retrouvé mort dans le bureau de leur maison, avec 3 blessures par balle à la poitrine. Sarah découvrit le corps en Saint-Denis, rentrant d'un rendez-vous avec un client, et son appel au 911 la plaça, presque instantanément, comme la principale suspecte. La situation pour Sarah était accablante, une avalanche de preuves qui semblait crier sa culpabilité. Ses empreintes digitales étaient sur l'arme du crime. Des résidus de poudre furent retrouvés sur ses mains, et les voisins, qui avaient été témoins des constantes disputes du couple, témoignèrent contre elle. Son avocat tenta désespérément de plaider la légitime défense, mais l'accusation, froide et calculatrice, la dépeignit comme une meurtrière de sang-froid qui avait méticuleusement planifié le meurtre de son propre mari. Le jury, en un temps record, délibéra pendant seulement 4 heures avant de la déclarer coupable de meurtre au 1er degré. La sentence de mort suivit peu après, scellant ce qui semblait être un destin irréversible. Max. Ce chien était en fait la seule créature au monde qui croyait réellement en son innocence. L'histoire de leur rencontre est aussi de celles qui vous font penser au destin. C'était un froid matin de février 2016, lorsque Sarah aperçut quelque chose sur le bord de l'autoroute 6. Elle rentrait chez elle après une journée épuisante au tribunal, et au début, elle pensa que c'était juste des débris jetés sur la route. Mais, en s'approchant, elle réalisa que c'était la forme d'un chien. Sarah gara sa voiture et découvrit un jeune berger allemand, à peine vivant, couvert de sang. Sa patte gauche était gravement blessée, et ses côtes étaient visibles à travers son pelage emmêlé. Clairement, quelqu'un l'avait abandonné pour mourir. « Tout va bien, mon grand », murmura Sarah au chien, la voix étranglée, tandis qu'elle l'enveloppait délicatement dans son manteau. « Je vais t'aider. » Elle l'emmena en urgence à la clinique vétérinaire du docteur Marcus Thompson, qui se trouvait à proximité. Le docteur Thompson était un homme d'une 60aine d'années, au visage bienveillant, et avec plus de 30 ans, d'expérience à sauver des vies animales.
Il travailla pendant 3 heures, lors d'une chirurgie d'urgence très délicate, pour sauver la vie du chien. Il a de la chance que vous l'ayez trouvé, dit le docteur Thompson, la voix empreinte de fatigue, mais avec un soulagement visible après l'opération. 1 heure de plus et il n'aurait pas survécu. Savez-vous à qui il appartient? Sarah secoua la tête, sentant un nœud dans la gorge. Je l'ai trouvé abandonné sur l'autoroute. Il n'avait ni collier ni médaille. Pouvez-vous vérifier s'il a une puce électronique? Le scan ne révéla rien. Le chien n'avait aucune identification, et personne ne le réclama. Sarah regarda l'animal endormi, cette créature blessée qu'elle avait secourue de l'abandon, et sentit une connexion instantanée. À ce moment précis, elle prit une décision qui allait changer non seulement la vie du chien, mais aussi la sienne. « Je vais le ramener à la maison », dit-elle. « Il a besoin de quelqu'un pour s'occuper de lui. » Elle l'appela Max, et à partir de ce jour, ils devinrent inséparables, un lien forgé dans la compassion et le besoin mutuel. Max se rétablit lentement, mais complètement. Il se mit à suivre Sarah dans toutes les pièces de la maison, presque comme une ombre silencieuse. Et le plus impressionnant, c'est qu'il semblait sentir d'une certaine manière quand David était de mauvaise humeur. Pendant les disputes les plus violentes, Max, par un instinct quasi protecteur, se plaçait entre Sarah et son mari, laissant échapper un grondement bas, presque un avertissement. David, bien sûr, détestait ce chien. « Débarrasse-toi de ce bâtard !» hurla-t-il, la voix chargée de haine. « Il ne nous apporte que des ennuis. » Mais Sarah refusa, catégoriquement. Max était sa seule source de réconfort dans un mariage qui s'était transformé en un cauchemar de violence et de contrôle. Quand David la frappait, Max léchait ses larmes. Quand elle pleurait seule dans sa chambre, le chien posait sa tête sur ses genoux, un geste simple qui en disait plus que 1000 mots. C'était comme si, au milieu de tout ce chaos, il était le seul à la voir, à ressentir sa douleur et, d'une certaine manière, à la maintenir connectée à la réalité. Après l'arrestation de Sarah, sa sœur Rebecca prit Max sous sa garde. Et, comme on pouvait s'y attendre, elle l'emmenait rendre visite à Sarah en prison toutes les semaines. Ces visites étaient un rituel sacré. Le chien pressait son museau contre la vitre qui les séparait, et un gémissement doux s'échappait de sa gorge, comme s'il comprenait parfaitement que Sarah était là, emprisonnée, et ne pouvait pas rentrer chez elle. Ces visites, avec Max de l'autre côté de la vitre, étaient ce qui maintenait Sarah saine d'esprit, ce qui l'empêchait de succomber complètement à l'obscurité pendant les mois les plus sombres de son incarcération. Max n'a jamais, pas une seule seconde, cessé de croire en son innocence, même quand le monde entier, le système qui aurait dû la protéger, lui avait tourné le dos. Pour Sarah, cette loyauté inébranlable était un phare, la seule preuve vivante que la vérité existait encore et que, peut-être, un jour, elle pourrait éclater au grand jour. Le directeur Crawford, après avoir quitté la cellule de Sarah, retourna à son bureau. Les mots de celle-ci résonnaient encore dans son esprit, têtu, défiant la logique froide des règlements. Il s'assit à sa table et prit le lourd livre du règlement de la prison. La page 247, qu'il connaissait par cœur, était explicite. Aucun animal non autorisé n'est admis dans les installations sécurisées, quelles que soient les circonstances. Enfreindre cette règle, il le savait, signifiait risquer sa carrière de près de 3 décennies, tout le respect qu'il avait acquis. Mais quelque chose dans la supplication de Sarah le dérangeait d'une manière qu'il ne pouvait ignorer. Il avait vu des centaines de condamnés à mort passer leurs dernières heures. La plupart imploraient la miséricorde, clamaient leur innocence à voix haute, ou maudissaient simplement le système qui les condamnait. Mais Sarah était différente. Elle ne demandait pas que sa vie soit épargnée. Elle voulait juste dire au revoir à son chien, la seule créature qui, pour elle, représentait la vérité dans un monde de mensonges. Crawford décrocha le téléphone, une décision lourde entre ses mains, et composa le numéro du bureau du directeur à Austin. « Monsieur, » dit-il, la voix contrôlée mais avec une légère tension, « j'ai une demande assez inhabituelle de la part de Sarah Mitchell. Elle souhaite voir son chien avant l'exécution. » De l'autre côté du fil, le directeur Phillips resta silencieux un long moment, ce qui pour Crawford parut une éternité. « Vous savez que c'est contre toutes nos règles, Jim, » dit Phillips, la voix empreinte de scepticisme. « Je sais, monsieur, » répondit Crawford, sentant la sueur perler dans sa nuque. « Mais elle est une prisonnière modèle depuis 18 mois. Aucune violence, aucun problème. C'est la seule chose qu'elle ait jamais demandé. » Le silence revint, lourd et pensif. « Que vous dit votre instinct, Jim »
demanda Phillips, une question qui valait plus que 1000 règlements. Crawford regarda par la fenêtre la cour de la prison, son esprit en pleine confusion. Mon instinct me dit que cette femme dit la vérité sur quelque chose, monsieur. Je ne peux pas l'expliquer, mais j'ai vu beaucoup de coupables, et elle ne se comporte pas comme eux. Encore un long silence. Finalement, Phillips céda. Je vous autorise à lui accorder 20 minutes, mais cela reste entre nous, et vous respectez le protocole de sécurité maximale à la lettre. Si quelque chose tourne mal, vous en serez responsable. Crawford raccrocha, ressentant un mélange de soulagement et d'effroi. Il appela immédiatement Rebecca, la sœur de Sarah. Mademoiselle Johnson, ici le directeur Crawford, de Huntsville. Je vous demande d'amener Max à la prison avant 7 heures du matin. Votre sœur a obtenu la permission de le voir. Rebecca retint son souffle. Vous êtes sérieux? Oh mon Dieu. Merci. Sarah va être tellement reconnaissante. Les conditions sont strictes, avertit Crawford. Le chien doit passer un contrôle de sécurité complet. Au moindre problème, la visite sera immédiatement annulée. Tandis qu'il prenait les dispositions nécessaires, Crawford ne pouvait s'empêcher de penser que cette décision, venue d'un endroit si inattendu, allait tout changer pour toujours. Il espérait juste ne pas être en train de commettre la plus grosse erreur de sa carrière. Rebecca Johnson arriva aux portes de la prison de Huntsville avec Max à l'arrière de son SUV. Le berger allemand était assis calmement dans sa cage de transport, sentant la tension dans l'air, un calme inhabituel pour un animal qui, d'ordinaire, s'agitait à l'idée de revoir Sarah. Les mains de Rebecca tremblaient légèrement, tandis qu'elle signait les formulaires de visite. L'agent Martinez, d'une voix froide et professionnelle, donna les instructions. « Suivez-moi jusqu'au poste de contrôle de sécurité. Le chien doit subir une inspection complète avant toute visite. » Il n'y avait aucune place pour la négociation ou l'émotion dans ces mots. Ils conduisirent Max dans une pièce stérile, où la DR Patricia Hay, une vétérinaire consultante de la prison, attendait déjà avec son équipement. La DR Hay, une femme sérieuse d'une 50aine d'années, avec plus de 20 ans, d'expérience à travailler avec les forces de l'ordre, semblait faite de pierre. « Comment s'appelle le chien ?» demanda-t-elle en ouvrant la cage. « Max » répondit Rebecca, la voix un peu étranglée. « Il est très gentil. Sarah l'a sauvé il y a 2 ans. » La Dre Hay passa ses mains sur le corps de Max, cherchant des objets cachés ou des bosses inhabituelles. Elle examina sa bouche, ses oreilles et ses pattes avec une efficacité acquise par l'expérience. Max resta immobile, presque comme s'il comprenait la gravité du moment. « Il est propre pour l'instant », annonça la Dre Hay sa voix monocorde. Mais alors, elle s'arrêta. Ses doigts avaient trouvé quelque chose sur le cou de Max, juste derrière son oreille gauche. « Attendez une minute. » Elle écarta les poils et examina la zone de plus près. Il y avait une petite cicatrice fine, d'environ 2 centimètres. Elle était presque invisible à moins de savoir exactement où chercher. « C'est étrange, » murmura la Dre Hay, appelant le directeur Crawford. « Regardez cette cicatrice. Elle a été faite par un chirurgien, mais elle ne correspond à aucune procédure vétérinaire normale que je connaisse. » Crawford examina la marque, une ligne discrète sur la peau de l'animal. « Se serait-il blessé quand il était chiot ?» demanda-t-il. « Non, » répondit la Dre Hay secouant la tête. « C'est récent. Ça doit dater d'environ 6 mois. Et c'est trop précis pour être le résultat d'un accident. Quelqu'un a fait cette incision avec un scalpel. » Rebecca fronça les sourcils, confuse et effrayée. « C'est impossible. Max n'a subi aucune opération depuis l'arrestation de Sarah. Je le saurais. » La DR Hay regarda Crawford avec une expression sérieuse. « Monsieur, le protocole exige une radiographie pour toute marque chirurgicale inexpliquée. Cela pourrait cacher quelque chose. » Crawford sentit son estomac se nouer. Le temps filait. Combien de temps cela prendra-t-il? 15 minutes pour la radiographie, monsieur. Crawford. Il regarda sa montre. Il était 7h45. L'exécution de Sarah était prévue pour 9h. Il lui avait promis 20 minutes avec Max, mais maintenant, tout changeait. « Faites-le », ordonna-t-il, « et appelez la sécurité. Je veux que cette pièce soit bouclée jusqu'à ce que nous sachions à quoi nous avons affaire. » À 7h45, l'appareil de radiographie portable fut rapidement apporté dans la salle de sécurité. Max, allongé immobile sur la table métallique, semblait comprendre la gravité du moment, tandis que la Dre Hay positionnait l'appareil au-dessus de son cou. La machine émit un léger bourdonnement, et en quelques secondes, l'image apparut sur l'écran de l'ordinateur. Un silence pesant emplit la pièce.
Qu'est-ce que c'est que ça? Murmura Crawford, la voix presque inaudible. Clairement visible, un petit objet rectangulaire était incrusté juste sous la peau de Max. Ce n'était pas une puce d'identification normale. Cet appareil était plus gros, plus complexe, et semblait quelque chose d'inapproprié. Je n'ai jamais rien vu de tel, dit la Drehey, les yeux fixés sur l'image. C'est clairement artificiel, mais je ne peux pas dire ce que c'est d'ici. Crawford sentit son cœur s'accélérer. Il ordonna immédiatement une évacuation partielle du bâtiment. Code jaune. Je veux des spécialistes en détection d'explosifs ici, immédiatement. En quelques minutes, le sergent Rodriguez, expert en explosifs, arriva avec son équipement. Il passa un détecteur de métaux sur le cou de Max, confirmant l'emplacement exact de l'objet. Ce n'est pas explosif, annonça Rodriguez, après avoir effectué plusieurs tests, soulageant la tension de tous. Mais c'est clairement un appareil électronique. Ça ressemble à une sorte de dispositif de stockage. La Drehey commença à préparer une anesthésie locale. Je peux l'enlever sans danger, mais j'ai besoin d'une autorisation pour pratiquer une intervention chirurgicale. Crawford regarda de nouveau l'horloge. 8h10. 50 minutes restaient avant l'exécution de Sarah. Rebecca se tenait dans un coin, en pleurs, complètement désorientée. « Je ne comprends pas », sanglota-t-elle. « Qui aurait bien pu mettre quelque chose à l'intérieur de Max et pourquoi ?» Crawford respira profondément. Une décision devait être prise sur le champ. « Opérez-le », ordonna Crawford. « Je dois savoir ce que c'est. » La Drehey travailla rapidement, mais avec une extrême prudence. Le dispositif était petit, de la taille d'une clé USB et était enveloppé dans du plastique médical pour le protéger des fluides corporels. Quand elle finit par le retirer, tous se rassemblèrent pour l'examiner. « C'est une carte micro SD modifiée », dit Rodriguez, la faisant pivoter entre ses doigts. Quelqu'un s'est donné beaucoup de mal pour la cacher. Crawford sentit son cœur s'emballer. En toutes ces années passées en prison, il n'avait jamais rien vu de tel. « Peut-on accéder à son contenu ?» demanda-t-il, la voix tendue. « Il nous faudra un ordinateur », répondit Rodriguez. « Mais oui, cela devrait être lisible. » Tandis qu'il se préparait à découvrir les secrets que Max avait portés, Crawford ne put s'empêcher de se demander « Sarah savait-elle l'existence de cet appareil? Et si oui, que cachait-elle qui valait la peine de risquer la vie de son propre chien pour le protéger ?» À 8h25, à seulement 35 minutes de l'heure prévue de l'exécution, le technicien médico-légal Michael Torres connecta le petit dispositif à son ordinateur portable. L'écran se remplit de dizaines de fichiers audio, tous datés entre avril et septembre 2017. Crawford se positionna derrière lui, observant nerveusement les minutes s'écouler sur l'horloge. « Il y a 43 enregistrements ici », dit Torres, d'une voix sérieuse. Certains ne durent que quelques secondes, d'autres, plusieurs minutes. La tension dans la pièce était presque suffocante. Chaque seconde comptait. « Lance le premier », ordonna Crawford, la voix rauque d'anxiété. Torres cliqua. Sur un fichier daté du 15 avril 2017, un silence de mort plana sur la pièce tandis que des voix la remplissaient. La première voix était incontestablement celle de David Mitchell, le mari de Sarah, que l'on croyait mort. « Tu es sûr que ça va marcher, Kane ?» La voix de David était nerveuse mais avec une pointe d'excitation. Une deuxième voix répondit, plus grave et plus assurée. « David, je suis procureur depuis 15 ans. Fais-moi confiance. Quand j'aurai terminé, tout le monde croira que tu es mort et que Sarah t'a tué. » Crawford sentit un frisson le parcourir. Robert Kane était le procureur général qui avait condamné Sarah à mort. Il était censé rechercher la justice, pas comploter avec la prétendue victime. « Et le corps ?» demanda David dans l'enregistrement. « On s'en est déjà occupé », répondit Kane, avec le plus grand naturel. « On a trouvé un sans-abri qui a la même taille et la même corpulence que toi. Walsh s'occupera de l'autopsie et vérifiera que les empreintes dentaires correspondent. Personne ne posera de questions. » L'enregistrement continua pendant encore 1 minute, avec David et Kane discutant de transferts d'argent et de plans d'évasion. Quand il s'arrêta, la pièce était plongée dans un silence sépulcral. Seul le bruit de la respiration lourde de Crawford pouvait être entendu. « Passe au suivant », dit Crawford, la voix tendue et chargée d'une colère grandissante. Torres sélectionna un fichier datant de mai 2017. Cette fois, 3 voix étaient présentes. Celle de David, Kane et d'une femme. « Inspectrice Morrison, êtes-vous d'accord pour placer les preuves ?» demanda Kane. « Pour 2 millions de dollars,
Je suis d'accord pour tout ce que vous voulez, répondit la femme, avec une froideur effrayante. Je m'assurerai que les empreintes de Sarah soient sur l'arme et que des résidus de poudre apparaissent sur ses mains. Crawford reconnut la voix immédiatement. Linda Morrison était l'inspectrice principale qui avait arrêté Sarah. Elle, qui aurait dû chercher la vérité, était en train d'inventer des mensonges. À mesure que les fichiers audio se succédaient, une image horrible et détaillée commença à se former dans l'esprit de Crawford. Sarah n'avait pas tué son mari. Son mari avait simulé sa propre mort et l'avait incriminé pour l'assassinat, et il avait été aidé par ceux-là même qui étaient censés protéger la justice, le procureur, l'inspectrice, le légiste. Torres continua de diffuser les enregistrements, l'un après l'autre, tandis que Crawford faisait les 100 pas dans la pièce, la fureur et le choc augmentant à chaque nouvelle révélation. Chaque fichier révélait des détails encore plus choquants sur la conspiration qui avait mené Sarah dans le couloir de la mort. Dans un enregistrement de juin 2017, David expliquait sa véritable motivation à Kane. « L'enquête fédérale se rapproche trop », David disait, la voix pleine de désespoir. « Ils ont découvert les 15 millions que j'ai détournés des contrats gouvernementaux. Si je ne disparais pas rapidement, je passerai le reste de ma vie en prison. » La voix de Kane, en revanche, était calme et professionnelle, presque comme s'il discutait d'une affaire courante. « Alors, vous simulez votre mort. Sarah assume la responsabilité et vous recommencez à zéro au Mexique avec une nouvelle identité ?» demanda Kane, récapitulant le plan avec clarté. « Et l'argent a déjà été transféré sur des comptes aux îles Caïmans », répondit David, d'un ton de satisfaction morbide. « Une fois que Sarah aura été condamnée, je pourrai y accéder en toute sécurité dans ma nouvelle vie en tant que Richard Stone. » Un autre enregistrement révélait comment ils avaient recruté le docteur Edward Walsh, le médecin légiste qui avait réalisé la prétendue autopsie de David. « 5 millions de dollars pour falsifier un rapport d'autopsie, » dit Kane à Walsh. « Tout ce que vous avez à faire, c'est d'identifier le corps du sans-abri comme étant celui de David. Mitchell, échangez les dossiers dentaires et personne ne verra jamais la différence. » Walsh, dans l'enregistrement, semblait nerveux. « Et si quelqu'un remet en question mes conclusions, personne ne le fera. » Kane assura. « Je veillerai à ce que l'enquête reste superficielle. L'inspectrice Morrison se concentrera uniquement sur la constitution d'un dossier contre Sarah. Les preuves seront si solides que personne ne doutera de l'identité de la victime. » Ce qu'on entendait là, c'était le plan qui se matérialisait, chaque pièce s'emboîtant pour détruire une vie innocente. Le plus perturbant des enregistrements datait de juillet 2017, à peine 2 mois avant la fausse mort de David. Il réunissait les 4 conspirateurs, David, Kane, Morrison et Walsh. « Sarah commence à avoir des soupçons », rapporta David, la voix chargée d'irritation. « Elle me pose des questions sur mes appels téléphoniques et me surveille de plus près. Alors, nous avançons le calendrier, » décida Kane, sans hésiter. « Morrison, dans combien de temps pouvez-vous placer les preuves ? » « Donnez-moi 2 semaines, » répondit Morrison. « J'ai besoin de temps pour récupérer les empreintes de Sarah sur l'arme du crime et préparer les résidus de poudre. Assurez-vous qu'il y ait des témoins de leur dispute conjugale, » ajouta Kane. « Le jury doit croire que Sarah avait un mobile pour le tuer. » Crawford sentit un malaise grandissant en écoutant ces gens discuter avec désinvolture de la destruction de la vie d'une femme innocente. Ce n'étaient pas seulement des criminels, c'étaient des figures qui étaient censées être les gardiens de la justice. À mesure que les enregistrements continuaient, un fait devenait douloureusement clair. Sarah Mitchell était totalement innocente, et le système qui aurait dû la protéger l'avait trahie de la pire des manières. Le fichier le plus crucial, daté du 10 août 2017, à peine 5 semaines avant la fausse mort de David, contenait sa voix, exposant le plan complet à Kane, avec des détails effrayants. « J'ai trouvé le corps parfait, » dit David avec une satisfaction morbide. « Un sans-abri nommé Jeremy Walsh, sans famille, personne ne le regrettera. Même taille, même corpulence que moi. Le contact de Morrison s'occupera de lui demain soir. » La voix de Kane, froide et calculatrice, compléta le raisonnement. « Et la scène de crime ? Je tirerai 3 balles dans la poitrine de Jeremy, comme prévu pour ma fausse mort, » expliqua David sans aucun signe de remords. « Ensuite, nous brûlerons son visage et ses mains avec de l'acide pour rendre l'identification difficile. Walsh s'occupera du reste pendant l'autopsie. » Crawford sentit son estomac se retourner tandis que David continuait d'expliquer comment ils allaient assassiner un sans-abri innocent juste pour piéger Sarah.
C'était un niveau de froideur qui le choquait. « Et l'alibi de Sarah ?» demanda Kane. « Elle a un rendez-vous avec un client ce soir-là », répondit David. « Je me suis assuré qu'elle le programme exactement à l'heure où j'en ai besoin. Elle rentrera chez elle, trouvera le corps, appellera le 911 et tombera droit dans notre piège. » L'enregistrement révélait la minutie avec laquelle chaque détail avait été planifié. Morrison placerait les empreintes digitales de Sarah sur l'arme du crime pendant qu'elle serait interrogée. Des résidus de poudre seraient appliqués sur ses mains lors de son arrestation. Kane s'assurerait que l'enquête se concentre uniquement sur la constitution d'un dossier contre Sarah, sans place pour le doute. La beauté de ce plan, continua David d'un ton présomptueux, c'est que Sarah ne se doutera de rien. Elle pense que je ne suis qu'un mari violent. Elle n'a aucune idée que je suis assez intelligent pour planifier ma propre mort et lui faire porter le chapeau. Kane, quand elle comprendra ce qui s'est passé, elle sera attachée à la table d'exécution et je vivrai comme un roi au Mexique avec 15 millions de dollars. Un autre enregistrement de fin août montrait David s'entraînant à jouer son nouveau rôle de Richard Stone. Il avait déjà obtenu de faux papiers et loué un appartement à Tijuana. Sa route de fuite était planifiée dans les moindres détails, chronométrée à la minute près. Dès que Sarah sera arrêtée, j'attendrai 3 jours, puis je me rendrai à la frontière, expliquait David. Richard Stone a un passeport en règle et un compte bancaire qui l'attend. En moins d'une semaine, j'aurai complètement disparu. Le dernier fichier de cette série était la voix de David seul, parlant comme s'il rédigeait son journal intime. Demain est le grand jour. Sarah n'a aucune idée que son mari aimant est sur le point de détruire sa vie. Elle mourra en croyant qu'elle n'a pas réussi à prouver son innocence, et je serai libre de recommencer ma vie avec plus d'argent que je n'aurais jamais pu imaginer. Parfois, la meilleure vengeance est de laisser quelqu'un d'autre assumer la responsabilité de vos crimes. À 8h20, à seulement 40 minutes de l'instant fatal, Torres découvrit une nouvelle séquence d'enregistrement qui changea complètement la donne. Ce n'étaient pas des conversations entre les conspirateurs, mais la voix de Sarah parlant à voix basse et avec urgence. Le premier de ces fichiers était daté du 18 juillet 2017. « Je ne sais pas qui entendra jamais cela un jour », murmurait sa voix, emplie d'une douleur contenue, mais je dois enregistrer ce que je viens de découvrir. David était au téléphone dans son bureau et je l'ai entendu parler de simuler sa propre mort. Au début, j'ai cru avoir mal entendu, mais ensuite il a mentionné mon nom. Il a dit que je serais accusé de l'avoir tué. Crawford sentit un frisson le parcourir, une confirmation froide que Sarah avait, de fait, découvert le complot contre elle. J'ai secrètement enregistré les appels téléphoniques de David pendant toute la semaine dernière, continuait Sarah dans l'enregistrement. Il ne sait pas que j'ai installé une application d'enregistrement vocal sur mon téléphone. Chaque fois qu'il passe ses appels, je les enregistre depuis la pièce voisine. L'enregistrement suivant était daté du 25 juillet 2017. C'est pire que je ne le pensais, dit Sarah, la voix tremblante. David travaille avec le procureur Robert Kane et l'inspectrice Linda Morrison. Il prévoit d'assassiner un sans-abri et d'utiliser son corps pour simuler la mort de David. Ensuite, ils placeront des preuves pour faire croire que j'ai tué mon mari. Crawford, à cet instant, comprit tout. Sarah avait, par ses propres moyens, rassemblé les preuves de la conspiration pendant des mois, avant même qu'elle ne se concrétise. J'ai appelé le docteur Thompson aujourd'hui, continua Sarah dans l'enregistrement, faisant référence au vétérinaire qui avait sauvé Max. Il est le vétérinaire de notre famille depuis des années, et je lui fais entièrement confiance. Je lui ai parlé du danger dans lequel je me trouve, et il m'a suggéré quelque chose qui pourrait me sauver la vie si leur plan réussit. L'enregistrement fit une petite pause. Le suspense était presque insoutenable. Puis, la voix de Sarah reprit, chargée d'une espérance désespérée. Le docteur Thompson a dit que nous pouvions implanter un dispositif de stockage dans le cou de Max. Si je suis arrêté, et que je ne peux pas prouver mon innocence par les voies légales normales, la preuve cachée dans Max pourrait peut-être me sauver. Cela semble fou, je sais, mais c'est peut-être ma seule chance. Un autre enregistrement daté du 5 août 2017 révéla comment le plan avait été exécuté. Le docteur Thompson a pratiqué l'opération aujourd'hui, dit Sarah, et sa voix était plus calme, plus décidée. Max a été très courageux. Nous avons implanté une carte micro SD contenant toutes les copies des enregistrements que j'ai faits. Si quelque chose m'arrive et que Max, par miracle, vient un jour à la prison, quelqu'un découvrira peut-être la vérité.
Crawford regarda Max qui était allongé, tranquille, sur la table d'examen. Ce chien courageux avait porté pendant plus de 6 mois la preuve de l'innocence de Sarah. C'était une loyauté qui transcendait toute compréhension. Le dernier enregistrement de Sarah était déchirant, un testament de son dernier espoir. Si vous entendez ceci, c'est que mes pires craintes se sont réalisées. David a réussi à me piéger et je mourrai probablement pour un crime que je n'ai pas commis. Mais sachez que Max détient la preuve de mon innocence. Il n'est pas seulement mon chien, il est mon seul espoir de justice. À 8h30, à seulement 30 minutes de l'exécution de Sarah, Crawford décrocha le téléphone, ses mains tremblant légèrement. Il composa le numéro du bureau local du FBI à Houston. Ici, le directeur Crawford, de la prison de Huntsville. Je dois parler à l'agente Martinez immédiatement. Nous avons des preuves d'un complot impliquant le procureur Robert, Kane et l'inspectrice Linda Morrison. En attendant la connexion avec le FBI, Crawford appela la ligne d'urgence du gouverneur Richard. « Gouverneur, ici Jim Crawford. Je demande un sursis immédiat pour Sarah Mitchell. Nous avons des enregistrements prouvant son innocence et que son mari a simulé sa mort. Jim, vous feriez mieux d'être absolument certain de cela, répondit le gouverneur, la voix grave et préoccupée. Je ne peux pas arrêter une exécution sur la base de simples allégations. Monsieur, nous avons 43 enregistrements audio, des conspirateurs eux-mêmes planifiant tout, argumenta Crawford d'une voix ferme. David Mitchell est vivant et vit au Mexique sous une fausse identité. Torres continuait de vérifier les enregistrements pendant que Crawford passait ses appels. Les fichiers audio étaient authentiques, sans aucun signe de falsification ou de modification. Les voix correspondaient à celles des enregistrements connus de Kane, Morrison et David Mitchell. L'authenticité était incontestable. À 8h45, des agents du FBI firent irruption dans la prison. L'agente Martinez prit le contrôle des preuves, tandis que l'agent Rodriguez coordonnait les arrestations. « Nous avons besoin de savoir où se trouve David Mitchell », dit Martinez, écoutant les enregistrements sur son casque. « D'après ces fichiers, il vit à Tijuana, sous le nom de Richard Stone », répondit Crawford. Rodriguez était déjà à sa radio. « À toutes les unités, nous avons des mandats. D'arrêt contre Robert Kane, Linda Morrison et Edward Walsh. Kane devrait être au tribunal, Morrison chez elle. Walsh est à la morgue du comté. L'opération se déroula avec une précision militaire, chaque pièce s'emboîtant rapidement. Des équipes d'agents parcoururent Houston à toute vitesse, agissant avec urgence pour arrêter les conspirateurs avant qu'ils ne puissent s'échapper ou détruire davantage de preuves. La chasse était lancée. À 8h50, l'agente Martinez appela les autorités mexicaines. « Nous avons besoin d'une assistance immédiate pour localiser un fugitif américain à Tijuana, David Mitchell, qui utilise désormais l'identité de Richard Stone. » Crawford regardait nerveusement l'horloge. Il restait seulement 10 minutes avant l'exécution prévue de Sarah. Même avec toutes les preuves en main, il se demandait s'il parviendrait à arrêter le processus à temps, si la bureaucratie et le temps permettraient à la justice de prévaloir. Soudain, la radio de l'agent Rodriguez grésilla, transmettant les dernières informations. Kane est en garde à vue, au tribunal. Morrison a été arrêté à son domicile. Mais Walsh, la voix à la radio s'interrompit, et le silence suivit, tendu. « Walsh est mort, monsieur », compléta l'agent. Apparemment, il s'est suicidé. Il a laissé une lettre de confession. Crawford ressentit un étrange mélange de soulagement et d'horreur. La conspiration s'effondrait, mais l'un des criminels avait préféré la mort plutôt que d'affronter la justice. 8h55, le téléphone de Crawford sonna. C'était le gouverneur Richard. « Jim », dit le gouverneur, la voix empreinte d'une gravité inhabituelle. « Sur la base des preuves que vos contacts du FBI m'ont montrées, j'accorde un sursis immédiat. La peine de mort de Sarah Mitchell est suspendue, en attendant une enquête approfondie. » En raccrochant, Crawford réalisa ce qu'ils avaient accompli. Avec seulement 5 minutes d'avance, ils avaient sauvé la vie d'une femme innocente, la tirant du gouffre à la dernière seconde. À 10h du matin, le FBI avait déjà appréhendé les 3 conspirateurs encore en vie. Les interrogatoires commencèrent immédiatement, dans des pièces séparées du bureau de Houston. Robert Kane, le procureur, était assis en face de l'agente Martinez. Son costume coûteux froissé et son attitude confiante complètement disparu. Pendant 15 ans, il avait été le procureur le plus respecté du comté de Harris. Maintenant, il risquait la prison à vie. Les enregistrements sont faux, insista Kane, mais sa voix manquait de conviction. Elle ressemblait à un faible murmure. Quelqu'un essaie de m'incriminer.
Martinez posa une tablette sur la table et reproduisit l'un des fichiers audio. La voix de Kane résonna dans la pièce, discutant ouvertement de la manière de fabriquer des preuves contre Sarah. « Ce n'est pas moi », dit Kane, faiblement, regardant le sol. « Monsieur Kane, nous avons des experts en analyse vocale qui témoigneront que c'est bien votre voix. Nous avons également des relevés bancaires montrant des virements de David Mitchell vers des comptes que vous contrôlez. Vous êtes accusé de complot en vue de commettre un meurtre, de fraude et d'entrave à la justice. » Le visage de Kane pâlit. Après 1 heure d'interrogatoire, il finit par craquer, s'effondrant. « Ça ne devait pas se passer comme ça, » dit-il, se prenant la tête dans les mains. « David m'avait dit que ce serait une simple affaire de fraude. Je n'aurais jamais pensé que Sarah serait exécutée. » Dans une autre pièce, l'inspectrice Morrison restait silencieuse, refusant de répondre à toute question. Mais les preuves contre elle étaient accablantes. Les enregistrements montraient clairement qu'elle avait accepté de placer des empreintes digitales et des résidus de poudre pour incriminer Sarah. Pendant ce temps, la police mexicaine avait localisé David Mitchell dans un petit appartement à Tijuana. Il vivait confortablement sous le nom de Richard Stone, avec les 15 millions de dollars volés pour financer sa nouvelle vie de luxe. Confronté à sa véritable identité, David tenta de s'enfuir, désespérément. La police le rattrapa 3 pâtés de maison plus loin, en possession d'une valise remplie d'argent liquide et de faux papiers d'identité. « Tout cela est une erreur », protesta David, tandis qu'on lui passait les menottes. « Je suis Richard Stone. Je ne sais rien au sujet de David Mitchell. » Mais lorsque les agents du FBI lui firent écouter les enregistrements, le visage de David trahit la vérité. Sa propre voix parlant du meurtre d'un sans-abri et du coup monté contre sa femme était indéniable. « Comment avez-vous obtenu ça ?» demanda David, son masque de calme finalement tombé. « J'ai été si prudent. Personne n'était au courant du plan à part nous 4. Votre femme était au courant, » répondit l'agente Martinez, d'un ton sec et direct. « Elle a tout enregistré et caché les preuves là où vous n'auriez jamais pensé chercher. » Le visage de David se déforma sous l'effet de la rage. « Sarah, c'est impossible. Elle n'est pas assez intelligente pour me déjouer. Elle a été assez intelligente pour sauver sa propre vie, » dit Martinez, avec un léger sourire ironique. « Et elle l'a fait avec l'aide d'un chien qui l'aimait plus que vous ne l'avez jamais aimé. » La lettre de suicide du docteur Walsh, trouvée à côté de son corps, avouait tout. Il admettait avoir falsifié l'autopsie et échangé les dossiers dentaires. Sa culpabilité, finalement, avait pris le dessus sur son avidité, le menant à une fin tragique. Le 16 mars 2018, après 18 heures d'enquête intense et de vérification des preuves, Sarah Mitchell sortit de la prison de Huntsville, femme libre. Le gouverneur Richard tint une conférence de presse, avec Sarah à ses côtés sur les marches du Capitole. « Aujourd'hui, nous avons été témoins à la fois de l'échec et du triomphe de notre système judiciaire, » déclara le gouverneur, la voix retentissant. Sarah Mitchell a été condamnée à tort, mais la vérité l'a finalement libérée. L'État du Texas présente ses excuses officielles pour cette terrible erreur. Sarah se tenait debout, silencieuse, toujours vêtue de la robe simple que Rebecca lui avait apportée. Après 18 mois passés en prison, la liberté lui semblait étrange et bouleversante. Les journalistes lui criaient des questions, mais elle n'était pas encore prête à s'exprimer publiquement. « Comment vous sentez-vous d'être libre ?» lui demanda un journaliste. Sarah regarda la foule, puis ses yeux rencontrèrent Max, qui était assis à côté d'elle, remuant vigoureusement la queue. « Je suis reconnaissante d'être en vie, » répondit-elle, simplement, reconnaissante envers tous ceux qui ont aidé à découvrir la vérité. Plus tard, dans l'après-midi, l'État offrit à Sarah une indemnisation de 8 millions de dollars pour sa condamnation et son emprisonnement injustifié. Son avocat lui conseilla d'accepter cette offre plutôt que de se lancer dans une longue et épuisante bataille judiciaire. « 8 millions ne peuvent pas me rendre les 18 mois que j'ai perdus, » dit Sarah à Rebecca, la voix étranglée par l'émotion. « Mais cela peut m'aider à reconstruire ma vie et peut-être à aider d'autres personnes qui traversent ce que j'ai vécu. » Les retrouvailles avec Max furent, sans aucun doute, le moment le plus émouvant de la journée. Quand Sarah s'agenouilla et le serra dans ses bras, le chien sembla comprendre que leur cauchemar était enfin terminé. Il lui lécha le visage et se blottit contre elle, comme s'il ne voulait plus jamais la quitter. « Tu m'as sauvé la vie, mon grand », lui murmura Sarah dans ses poils, les larmes coulant librement. «
Tu as porté la vérité quand personne ne voulait me croire. Leur histoire fit la une des journaux internationaux. Des équipes de journalistes du monde entier couvrirent l'affaire de cette femme sauvée par la loyauté inébranlable de son chien. Mais Sarah évita la plupart des interviews, préférant se concentrer sur sa récupération, sur le fait de réabsorber la sensation de liberté. Rebecca, sa sœur, avait pris soin de la maison et des affaires de Sarah pendant tout le temps qu'elle avait été emprisonnée. Ce soir-là, Sarah franchit le seuil de sa propre maison pour la première fois en 18 mois. Tout semblait identique, mais elle se sentait complètement différente, comme si un poids immense avait été retiré de ses épaules. Max courut dans toute la maison, reniflant chaque recoin, redécouvrant son ancien foyer avec une joie contagieuse. À l'heure du coucher, il se blottit sur le sol à côté du lit de Sarah, exactement comme il le faisait avant que le cauchemar ne commence. « Nous sommes à la maison, Max, » dit Sarah, se penchant pour caresser la tête de son compagnon. « Nous sommes enfin à la maison. » Pour la première fois en 18 mois, Sarah dormit profondément, en paix, sachant que la justice, d'une manière si improbable, avait enfin été rendue. Ce sommeil, autrefois un luxe inaccessible, était désormais un baume pour son âme fatiguée. Dans les mois qui suivirent la libération de Sarah, son affaire provoqua des changements inattendus dans tout le système judiciaire du Texas. Le procureur général de l'État ordonna la révision de toutes les affaires, dont Robert Kane s'était occupé au cours de ses 15 années de carrière. 8 dossiers furent immédiatement signalés pour corruption ou falsification de preuves, un chiffre choquant qui révélait l'ampleur du problème. 3 autres personnes furent libérées de prison après que les enquêteurs eurent découvert de graves irrégularités dans leur condamnation, jetant une lumière crue sur les zones d'ombre de ce système. La détective Linda Morrison fut condamnée à 25 ans de prison pour complot et falsification de preuves. Robert Kane, le procureur, fut condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. David Mitchell fut extradé du Mexique et finalement condamné à mort pour le meurtre de Jeremy Walsh, le sans-abri qu'il avait utilisé pour simuler sa propre mort. Le scandale dépassa le cadre des affaires individuelles, résonnant dans tout l'État. La législature du Texas, sous la pression populaire et le choc des révélations, adopta de nouvelles lois exigeant un contrôle indépendant des affaires de peine de mort. Les procureurs devaient désormais respecter des règles plus strictes en matière de traitement des preuves, et les avocats de la défense obtinrent un accès beaucoup plus large aux dossiers d'enquête. Sarah utilisa l'argent de son indemnisation pour créer la Mitchell Foundation for Justice, une fondation dédiée à aider les femmes victimes de violences domestiques et de condamnations injustes. Elle engagea des avocats expérimentés pour fournir une aide juridique gratuite aux personnes qui n'avaient pas les moyens de se faire défendre correctement. « Je sais ce que c'est que d'avoir tout le système contre soi », expliqua Sarah lors de la cérémonie d'inauguration de la fondation, la voix désormais ferme et pleine de détermination. Personne ne devrait avoir à affronter cela seul. Le docteur Marcus Thompson, le vétérinaire qui avait aidé à sauver la vie de Sarah et de Max, lança un programme de formation de chiens de thérapie pour travailler avec les prisonniers. Ce programme aidait les détenus à surmonter leur dépression et leur anxiété, tout en les préparant à la vie après leur libération. Max nous a montré que les animaux peuvent aussi être des héros, déclara le docteur Thompson les yeux brillants. Ces chiens redonnent espoir à des personnes qui ont tout perdu. Rebecca, la sœur de Sarah, écrivit un livre sur l'expérience de sa sœur intitulé « Truth in Four Paws », La vérité à 4 pattes. Le livre devint un best-seller, et Rebecca reversa tous les bénéfices à des organisations luttant contre la peine de mort et les injustices. Le directeur Crawford fut promu directeur régional des opérations pénitentiaires. Il mit en place de nouvelles politiques, garantissant que les demandes inhabituelles des condamnés à mort soient examinées avec attention, au lieu d'être automatiquement rejetées, car, après tout, il avait vu la vérité dans un endroit où personne ne la cherchait. Parfois, les découvertes les plus importantes viennent des endroits les plus inattendus, déclara Crawford, lors d'une interview. La demande de Sarah de voir son chien semblait simple, mais elle a tout changé. Sarah consacra la majeure partie de son temps à travailler avec la Fondation et à se remettre lentement de son traumatisme. Elle évitait les grandes apparitions publiques, préférant des rencontres plus intimes avec d'autres personnes injustement condamnées, pour leur offrir son soutien et ses encouragements, car elle, plus que quiconque, connaissait la douleur qu'elle portait. Son cas devint une étude de cas obligatoire,
dans les facultés de droit de tout le pays, enseignant aux futurs avocats l'importance d'une enquête approfondie et les dangers corrosifs de la corruption dans le système judiciaire. Le 16 mars, exactement un an après sa libération du couloir de la mort, Sarah Mitchell se retrouva devant une foule de partisans lors de la cérémonie d'ouverture du Max Foundation Sanctuary, un sanctuaire situé aux abords de Houston, sur un terrain de 20 hectares. Le sanctuaire abritait des animaux abandonnés et offrait des services juridiques gratuits aux personnes victimes de condamnations injustes. Sarah avait utilisé la majeure partie de l'argent de son indemnisation pour construire ce lieu, un espace où l'espoir pouvait renaître de la plus profonde tragédie. Max, maintenant âgé de 5 ans et célèbre dans le monde entier, était assis calmement à côté de Sarah tandis qu'elle s'adressait à la foule. Son museau présentait déjà quelques poils gris, signe de son âge, mais ses yeux étaient toujours vifs et alertes. Il y a un an, j'étais condamné à mort pour un crime que je n'avais pas commis, commença Sarah, sa voix ferme et forte, sans aucune trace de la fragilité d'antan. J'ai été sauvé par l'amour d'un chien qui n'a jamais cessé de croire en mon innocence. Parmi la foule, se trouvèrent des familles qui avaient été aidées par la Fondation, des avocats qui avaient travaillé sur des affaires de condamnations injustes, et des amoureux des animaux qui comprenaient le lien spécial qui unit les humains à leurs compagnons. Max m'a appris que la vérité ne se présente pas toujours sous la forme que nous attendons, poursuivit Sarah. Parfois, elle vient avec 4 pattes et un cœur qui refuse d'abandonner ceux qu'il aime. Depuis son ouverture, le sanctuaire avait déjà aidé 2 personnes à prouver leur innocence dans diverses affaires, une preuve vivante que le travail de Sarah portait ses fruits. La clinique juridique offrait des services gratuits à toute personne qui n'avait pas les moyens de se faire représenter correctement devant la justice. Sarah baissa les yeux vers Max, qui était désormais considéré comme l'un des chiens les plus célèbres d'Amérique. Il avait reçu des milliers de lettres de personnes du monde entier, le remerciant pour sa loyauté et son courage. « Les gens me demandent si je suis en colère à cause de ce qui s'est passé, » dit Sarah, regardant l'assistance. « La vérité, c'est que j'ai appris que garder rancune ne fait que vous faire du mal. Alors, j'ai choisi de me concentrer sur ce qu'il faut faire pour que cela n'arrive plus jamais à personne. » Le directeur Crawford assista à la cérémonie, en compagnie du docteur Thompson et de Rebecca. Même certains des agents du FBI qui avaient aidé à résoudre l'affaire vinrent manifester leur soutien. À la fin de la cérémonie, Sarah traversa le sanctuaire avec Max. Des dizaines de chiens sauvés jouaient dans les jardins, beaucoup d'entre eux ayant trouvé un nouveau foyer auprès de familles aimantes. « Tu sais quoi, Max ?» dit Sarah, s'agenouillant pour serrer son fidèle compagnon dans ses bras, une affection qui les reconnectait à ces moments les plus sombres dans la salle de visite de la prison. « Je crois que nous avons fait quelque chose de bien avec notre seconde chance. » Et Max remua la queue, lui léchant le visage avec la joie authentique que seul un animal peut exprimer. Le soleil se couchait sur le sanctuaire, tandis que Sarah et Max rentrèrent chez eux ensemble, 2 survivants qui avaient prouvé que l'amour et la vérité sont plus forts que n'importe quel mensonge ou complot. Leur histoire inspirerait d'autres personnes pendant de nombreuses années, montrant que, parfois, les héros les plus importants se présentent sous les formes les plus inattendues.